Salam alaikum. Bonjour. La séance dernière, on avait parlé de management de force de vente. On avait abordé un certain nombre d'éléments concernant les étapes du management de cette force de vente en disant qu'il y a un certain nombre d'étapes par lesquelles il faudrait passer. Première étape, c'est effectivement la définition des objectifs. Deuxième étape, la détermination de la taille de cette force de vente. Pour ensuite recruter les personnes concernées et enfin manager, animer cette force de vente. La définition des objectifs, on avait dit qu'effectivement, va dépendre de la nature même de l'activité de l'entreprise, des types de produits de l'entreprise, et donc ils peuvent changer d'une entreprise à l'autre, d'une région à l'autre, d'un produit à l'autre, et en fonction même de l'effectif et de la taille de cette force de vente. Une fois les tailles fixées, une fois les objectifs fixés, on va se poser la question sur le nombre de personnes à recruter. Quel est le nombre de vendeurs qui vont être capables d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en fonction de leur performance, en fonction de leur nature, et on avait dit qu'il y avait plusieurs méthodes pour déterminer cette taille de la force de vente. Le nombre de vendeurs à identifier peut être déterminé de manière très simple, mais peut-être déterminé de manière assez complexe. La manière simple, c'est une manière qui va permettre à l'entreprise d'avoir un ordre de grandeur, une vision globale du nombre de vendeurs. On avait abordé la dernière fois la méthode de l'analyse marginale, où effectivement, on va recruter jusqu'à ce que le dernier devienne moins performant. Deux autres méthodes qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir la méthode de division et la méthode de charge de travail, sont de plus en plus utilisées par les entreprises parce qu'ils reflètent un petit peu la réalité même de l'activité d'entreprise. On avait dit que l'analyse marginale, effectivement, est une méthode économique, mais qui ne peut être utilisée tout le temps au niveau de l'entreprise. Elle peut être adaptée par rapport à des circonstances bien précises, par rapport à une étape du cycle de vie, par rapport à des objectifs bien précis au niveau de l'entreprise. Et qui permet effectivement de dire, à un moment ou à un autre, lorsque je recrute un commercial, il faudrait que ce commercial soit plus performant qu'en moyenne pour tirer la moyenne des ventes vers le haut, ou la performance moyenne vers le haut. Si ça diminue, ceci implique qu'effectivement, le vendeur est moins performant et donc il ne faut pas le recruter. Les méthodes de division, c'est une méthode assez simple, même simpliste. Et elle est critiquée par sa simplicité parce qu'on se base tout simplement sur le calcul des ratios qui se détermine à partir d'un côté des prévisions de vente réalisées par l'entreprise et d'un autre côté la capacité du vendeur ou le potentiel du vendeur à réaliser des ventes. On va passer à un exemple assez simple pour dire qu'effectivement, première chose, l'entreprise, lorsqu'elle va définir ses prévisions, elle va se fixer un objectif réalisable, un objectif que le vendeur peut atteindre. Mais elle va se baser aussi sur un potentiel qui va être identique pour l'ensemble des vendeurs, ou une moyenne de vente par vendeur. Or, dans la réalité, on sait qu'effectivement, les vendeurs vont avoir des performances différentes, ils ont des compétences différentes, et donc des résultats qui sont différents. Dans notre cas simpliste, on peut voir l'exemple d'une entreprise qui se fixe de réaliser un chiffre d'affaires mensuel ou annuel ou périodique de 10 millions de dirhams. Si chaque commercial va atteindre l'objectif de 500 000, un exemple assez simple aussi, ceci implique qu'on aura besoin d'une moyenne de 20 vendeurs. 20 vendeurs partent de l'hypothèse qu'effectivement, ils ont la même capacité, la même performance et donc la même efficacité en fin de compte. Chose qui est très 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 difficile à trouver sur le terrain. D'où le passage vers une deuxième méthode basée principalement sur le calcul aussi, ou la division, ou le rapport pour déterminer ce ratio, à savoir la méthode de la charge de travail. Cette méthode est plus adaptée et plus pertinente, elle est plus difficile à mettre en place, nécessite un certain nombre d'investigations, un certain nombre de calculs ou de collecte d'informations, mais en fin de compte, elle permet de répondre effectivement aux objectifs fixés par l'entreprise. Cette méthode permet de calculer ou passe par le calcul d'un ratio qui est la charge totale de travail au niveau de la force de vente que divise le nombre ou le potentiel de travail d'un commercial. Combien d'heures de travail on devrait consacrer à la réalisation de ces activités commerciales et combien d'heures de travail peut réaliser le commercial. La réalisation la mise en application de cette méthode implique le passage d'un certain nombre d'étapes. C'est un processus de détermination ou de collecte d'informations et de calcul qui va se faire de manière séquentielle. Une première étape, il
Il faudrait que je classe mes clients. Il faudrait que je regroupe mes clients. Il faudrait que je constitue des groupes homogènes de mes clients. Différentes méthodes vont être utilisées qu'on va présenter par la suite. Deuxième étape, il s'agit effectivement de l'estimation du nombre de visites par an et par type de client. En fonction des clients, quel est l'effort à fournir ou quelle est la charge de travail qu'on doit fournir pour pouvoir effectivement par la suite satisfaire, atteindre les objectifs. Troisième étape, c'est le calcul de la charge de travail globale. À partir des deux premiers éléments, j'ai les catégories de clients, j'ai la charge de travail par client, je pourrais calculer effectivement la charge de travail globale au niveau de l'année. Quatrième étape, c'est la détermination du nombre de visites que peut faire un vendeur. Quelle est la capacité ou quel est le potentiel de travail d'un vendeur ou d'un commercial. Et enfin, dans un dernier temps, connaissant le calcul au niveau de la troisième étape, connaissant la charge de travail, connaissant la capacité ou le potentiel du vendeur ou du commercial, je peux calculer la taille de force de vente. Effectivement, ce processus permet le calcul de la taille de la force de vente de manière approximative parce que tout ce qu'on va faire va se baser effectivement sur des estimations du nombre d'heures, du nombre de clients, de la capacité du vendeur, et ces estimations vont peut-être biaiser des fois le calcul ou faciliter le travail par la suite. Première étape, on va prendre un exemple concret, un exemple chiffré qui va nous permettre un petit peu de mieux voir ou de mieux illustrer cette méthode. Prenons l'exemple d'une entreprise qui se trouve face à trois catégories de clients. Elle a classé ses clients en trois groupes. Ces groupes peuvent être identifiés selon qu'ils font partie de la grande distribution, que ce soit des grossistes ou des magasins indépendants. Donc on a une entreprise qui s'adresse à trois catégories de clientèle qui sont différentes et donc qui vont avoir une approche très différente. La classification des clients peut se faire selon plusieurs logiques. Dans notre cas, c'est assez simple, c'est par nature des clients, par catégorie de clients. Dans certains cas, on peut effectivement utiliser la méthode des 20-80, loi de Pareto, qui nous permet de dire, oui, 80% de mes clients me permettent de réaliser 20% du chiffre d'affaires, et 20% des clients vont permettre de réaliser 80% de mon chiffre d'affaires. Et donc, l'approche entre les 20-80 va être différente. 80% c'est un effectif important, mais qui va me permettre d'atteindre un faible résultat, alors que les 20% c'est un effectif assez réduit, mais qui permet d'atteindre un résultat qui est très important. D'autres entreprises peuvent utiliser la méthode ABC. Oui, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie de clientèle. Dans notre cas, le travail qui a été fait a permis d'identifier, on fait de l'hypothèse qui a permis d'identifier trois catégories de clients. Deuxième étape, pour chacune des catégories qu'on a identifiées, pour chacun des clients, on va identifier, ou pour chaque type de client, on va identifier la fréquence de visite. Est-ce qu'effectivement, on va consacrer le même volume de travail, la même charge de travail, pour convaincre une grande surface, un grossiste ou un détaillant? Bien sûr, le travail fourni dépendra effectivement des résultats escomptés. Plus le potentiel de vente est important, plus le commercial va accorder plus de temps, plus de visites pour le client qui est ciblé. Dans notre cas, on va prendre effectivement l'exemple suivant en disant qu'effectivement pour la grande distribution, 40 visites est prévues. Tel qu'il y a un nombre assez réduit, mais le volume de vente est très important. Pour les grossistes, certes, ils sont beaucoup plus nombreux, mais leur volume d'acquisition est beaucoup moins faible, et donc on va leur consacrer une vingtaine de visites. Et enfin, pour les magasins indépendants, on ne va consacrer que 4 visites par magasin. On va supposer qu'effectivement, chaque visite va prendre 1 heure, par souci de simplification. Dans la réalité, il faudrait pondérer, il faudrait calculer en fonction des distances, en fonction des embouteillages, en fonction des emplacements, en fonction des moyens de transport mis à disposition du commercial, qui va permettre effectivement d'identifier un volume horaire ou une charge horaire de déplacement qui va permettre effectivement d'être intégré dans le calcul. Troisième étape, c'est la résultante des deux premières. Effectivement, on a dans un premier temps identifié le nombre de clients, les catégories de clients, on les a classés, on les a regroupés,
Et d'un autre côté, pour chaque catégorie, on a identifié un volume de travail ou une charge de travail bien déterminée. Cette combinaison va nous permettre effectivement de déterminer, de calculer tout simplement la charge globale de travail, qui est effectivement le nombre de clients par catégorie multiplié par le nombre de visites. Dans notre cas, 3 catégories de clients, la grande distribution, les grossistes et les magasins indépendants. On a estimé que les clients potentiels, une cinquantaine au niveau national par rapport à la grande distribution, 300 grossistes, 5000 magasins indépendants. Les nombres de visites qu'on avait estimés de 40, 20 et 4 respectives nous donnent un volume de travail, de charge de travail de 2000, 40 x 50, 6000, 20 x 30 et 20 000, 4 x 5. Ce qui nous donne un volume global de charge de travail de 28 000 heures par an. Ce volume de travail est important à analyser parce que il va permettre par la suite, en fonction des catégories des clients, de procéder à des affectations des commerciaux, en fonction de leur spécialité, en fonction de leur domaine de compétences et en fonction de leurs caractéristiques. Quatrième étape. Effectivement, dans notre cas, il faudrait qu'on identifie quelle est la capacité ou quel est le potentiel de travail de chaque commercial. Le potentiel de travail de chaque commercial va dépendre effectivement du nombre de jours, nombre d'heures de travail par jour, etc. Dans notre cas, on va prendre un exemple, l'exemple suivant. Supposons qu'au cours d'une année, chaque commercial va bénéficier de 5 semaines de vacances et jours fériés. Que 3 semaines va être affectées à d'autres activités, peut-être l'absence pour formation ou diverses raisons, maladies, etc. Donc on est là encore dans une situation avec un potentiel donc de 44, ce qui nous donne un potentiel de 44, 52 semaines par an, moins les 5, moins les 3, ce qui nous donne effectivement nos 44 semaines de travail par an. On va supposer qu'effectivement que chaque commercial peut travailler jusqu'à 40 heures par semaine. 40 heures par semaine fois les 44 semaines, ce qui nous donne 1760 heures de travail. Et enfin, le commercial ne va pas être tout le temps sur le terrain, il va être chargé de réaliser d'autres activités annexes, les temps de préparation, le temps d'élaboration des devis, le temps de rédaction des rapports, le temps de prendre des rendez-vous, le temps de déplacement pour les visites, etc. Et donc automatiquement, on va estimer que notre commercial ne pourra consacrer aux visites sur le terrain que 60% de son temps. 40% du temps va être affecté à d'autres activités indispensables à l'exercice de son métier. Ce qui nous donne un potentiel réel d'aide de travail sur le terrain qui est de 60% de 1760 heures, soit 1056 heures par an. Sachant, j'en viens à un autre exemple, qu'on a besoin de 28 000 heures de travail pour couvrir l'ensemble de nos clients, que chaque commercial a potentiellement 1056 heures par an, ce qui nous permet effectivement de déterminer, en fin de compte, le nombre de commerciaux à recruter. Effectivement, la troisième et la quatrième étape nous permettent de calculer le ratio 28 000 sur 1056, qui est 26,5 à peu près, et donc 27 commerciaux. Il faudrait recruter un nombre de commerciaux de 25 personnes qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Tout ceci pour dire qu'effectivement, le calcul de la taille de la force de vente dépend de plusieurs variables. Première chose, la taille de mon marché potentiel. Deuxième chose, la capacité de mes vendeurs. Plus je recrute de jeunes inexpérimentés, plus leur performance est faible. Et plus je recrute des personnes expérimentées, effectivement, j'aurai un potentiel beaucoup plus important. Donc l'entreprise cherchera à avoir une force de vente qui va combiner l'ensemble des objectifs, l'ensemble des moyens, l'ensemble des contraintes qui s'imposent à l'entreprise pour pouvoir identifier une taille optimale. Cette taille optimale n'est pas là pour alourdir la gestion de l'entreprise, au contraire pour faciliter toute activité commerciale de l'entreprise et l'atteinte de ses objectifs. L'étape suivante, effectivement, une fois on a identifié le nombre de personnes qui vont constituer notre force de vente, c'est de procéder effectivement au recrutement. Le recrutement n'est pas une chose facile, n'est pas une chose aisée. Effectivement, toutes les entreprises s'accordent à dire
Oui, moi j'ai besoin d'un bon vendeur. J'ai pas besoin de recruter un simple vendeur, mais j'ai besoin de recruter un bon vendeur. Qu'est-ce qu'on entend par bon vendeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est efficace aujourd'hui ou c'est quelqu'un qui peut évoluer dans le temps, qui va fournir l'effort et qui va avoir un potentiel d'évolution qui est très important. Donc tout ceci nous montre qu'effectivement, la mise en place d'une force de vente passe par d'abord l'identification de la taille, mais aussi le recrutement de ces vendeurs, le recrutement de ces commerciaux. Le recrutement passe par un certain nombre d'étapes. Quand je recrute, ça veut dire effectivement qu'il faudrait que je structure mon processus de recrutement de manière efficace pour qu'il n'y ait pas d'erreur. À chaque fois qu'une entreprise décide de recruter, elle se lance dans un processus en 4 étapes, assez simple, mais assez complexe dans un autre sens. Dans le sens, effectivement, où si une erreur est commise lors d'une étape ou d'une autre, effectivement, le résultat ne peut être que désastreux. Première étape. Quand je recrute, d'abord, il faudrait que je me pose les bonnes questions. Quel est mon référentiel par rapport auquel je vais recruter? Qu'est-ce que je recherche? Quel est le profil effectif que je recherche? Deuxième étape. Il faudrait que je mette en place un processus de recherche et de présélection. En utilisant les canaux classiques, les canaux traditionnels, mais aussi en utilisant le bouche à oreille, le relationnel, etc. Et enfin, avant et après, il y a une étape d'entretien, de décision d'embauche. C'est effectivement les tests réels par rapport à des entretiens qu'on réalise avec les commerciaux afin de décider qui va être retenu. Et enfin, une phase d'intégration, une phase d'accompagnement et d'intégration au niveau d'entreprise. Première étape. Après l'approche quantitative, le combien de commerciaux on va recruter, on passe à la question quelle est la qualité, quel est le profil de ces commerciaux. La première question à laquelle il faudrait répondre, c'est que je recrute un commercial pour faire quoi? Quelle est l'activité que je vais lui confier? Quel est le travail que je vais lui confier? Quelles sont les tâches que je vais lui confier? Je prends un exemple simple en prenant le cycle de vie du produit, lancement, croissance, maturité et déclin. Est-ce que le rôle du commercial va être identique en fonction du cycle de vie? Bien sûr que non. Lors de la phase de lancement, l'objectif premier de l'entreprise n'est pas de vendre principalement, mais de faire connaître le produit. Effectivement, je sais qu'il m'adresse à une clientèle spécifique, une clientèle qui est à la recherche de nouveaux produits, une clientèle qui cherche à diversifier leur consommation, et donc, j'aurai face à moi un consommateur qui est exigeant, qui cherche à comprendre le mécanisme de fonctionnement du produit, quelle est l'originalité du produit, et donc il faudrait que le commercial puisse apporter ces éléments de réponse. Mon objectif est donc de recruter des commerciaux qui sont capables de communiquer, de convaincre, d'expliquer, etc. Deuxième étape, phase de croissance. Là, mon objectif, c'est d'augmenter mes parts de marché. Et donc, bien sûr, c'est tout à fait normal. Je vais avoir recours à une catégorie de commerciaux avec une taille de vente, une taille de la force de vente qui est spécifique en fonction de cet objectif de croissance. La maturité, c'est le maintien de la part de marché, et donc les objectifs vont être différents, ce qui implique des compétences différentes de part des commerciaux. Donc, l'identification, effectivement, de la nature du travail par rapport au cycle de vie de l'entreprise, au cycle de vie du produit, de la stratégie de l'entreprise, les objectifs en termes de part de marché, etc., vont influencer même le référentiel de recrutement. De manière générale, lorsqu'on prend le référentiel métier du commercial, le commercial, en général, lui accorde un certain nombre de tâches, on lui confie un certain nombre de tâches, qui peut être synthétisé dans le tableau suivant, qui vont constituer le socle principal de ses compétences spécifiques. Voilà ce qu'il devait avoir en compétences. Voilà ce qu'il devait maîtriser, parce que voilà ce qu'on va lui confier dans un premier temps. Première chose, le commercial pourrait être affecté à la prospection du marché. Rechercher de nouveaux clients, contacter de nouveaux clients, élargir l'activité d'entreprise, déboucher les clients de concurrents, etc. Il va réaliser des ventes, prospecter, c'est bien, informer les gens, c'est bien, identifier les clients potentiels, c'est bien. Il faudrait concrétiser un moment ou un autre. Il faudrait effectivement décrocher des commandes, décrocher des ventes et avoir des contrats qui vont permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs de rentabilité et de profitabilité. Troisième étape, assurer la logistique de la vente.
Décrocher les ventes, c'est une bonne chose, mais assurer la livraison, assurer l'organisation de la logistique au sein de l'entreprise pour pouvoir identifier la capacité de livraison et l'attitude de l'entreprise à satisfaire les demandes est un élément aussi important. Assurer le recouvrement. Vendre c'est bien, livrer c'est excellent, mais être payé c'est encore mieux. C'est-à-dire tout simplement, le vendeur qui vend va être aussi en charge, va avoir en charge le recouvrement, la relance des clients, l'octroi de la gestion des délais de crédit, etc. Autre tâche, c'est la gestion de portefeuille client, ou le suivi de portefeuille client. Un commercial va chercher toujours à augmenter son fichier, son portefeuille de clients, à contacter de nouveaux clients, à trier au niveau des clients, trier ses clients par client chaud, client froid, relancer les clients, ainsi de suite. Tous les éléments qui lui permettent effectivement d'organiser, d'impacter l'organisation de son travail. Dans certains cas, le vendeur est en charge d'une équipe, et donc il peut être aussi, on peut lui affecter l'organisation de son équipe de vendeurs sur une zone bien précise, sur une région bien précise, sur un secteur bien précis. Et enfin, dernier élément qu'il ne faut pas oublier, c'est la réalisation des achats. Certains vendeurs s'occupent aussi de la relation auprès des fournisseurs, donc la passation d'achat. Un commercial vend, mais aussi peut acheter. Ces différentes tâches ou ces différentes compétences peuvent être affectées à une seule personne. Des fois, les entreprises peuvent s'organiser en affectant le même travail à une seule personne. Vous prospectez, vous vendez, vous livrez, vous êtes payé, vous gérez votre forfait, etc. Mais dans certains cas, dans certaines entreprises, il peut y avoir une division du travail en fonction de la taille, de l'ampleur du secteur, etc. Il y a une équipe qui se charge de la prospection, dès qu'on détecte des clients chauds, il y a des équipes qui vont se charger de la vente, une autre équipe qui va se charger de la livraison et un responsable de recouvrement. C'est-à-dire que tout simplement, je peux avoir une combinatoire de compétences que j'ai utilisées au niveau d'une activité bien précise, comme effectivement, il peut y avoir une segmentation de ce travail et donc l'affectation à différentes personnes. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, lorsque je recrute quelqu'un, l'exercice de ce métier implique la mobilisation d'un certain nombre de compétences transversales, un certain nombre de compétences additionnelles, des compétences générales, qui vont permettre effectivement l'exécution dans les meilleures conditions de ce travail. Dans notre cas, on peut citer énormément de compétences, il y en a plusieurs, mais on va mentionner par exemple l'identification de l'organisation de l'entreprise. Oui, je vends, et il faudrait que je comprenne un petit peu comment mon entreprise est organisée. Qui élabore les factures, qui assure la livraison, comment on organise la liaison entre le magasinier, la livraison, la production, etc. Et donc tout ce cheminement, tout ce processus, il doit être maîtrisé. Il doit exploiter les données statistiques. Un commercial ne fait pas que vendre. Il va rédiger des rapports, faire des prévisions de vente. Et donc les calculs statistiques de base sont un outil indispensable à l'exercice de son métier. Connaître la réglementation commerciale, réglementation du chèque, réglementation des différentes modalités de paiement, la logique d'accord de crédit, etc. Et donc ces éléments-là peuvent être des éléments additionnels à maîtriser. Appliquer le plan marketing. L'activité du commercial ne se fait pas abstraction faite de son entourage, abstraction faite du plan marketing de l'entreprise, sans abstraction faite des objectifs stratégiques de l'entreprise. Caractériser l'environnement économique. Lorsque je vends, effectivement, je dois analyser mon environnement. Quels sont les concurrents? Quelles sont les contraintes du marché? Quelle est la conjoncture du marché? Et donc, tous ces éléments doivent être intégrés et pour ce faire, ils devraient développer une veille informationnelle qui lui permettrait effectivement de collecter et de suivre l'évolution de cet environnement. Maîtriser ou exploiter les données comptables et financières. Maîtriser les données comptables et utiliser ou exploiter les données comptables financières. Oui, comptable et financier, on ne forme pas, on ne recherche pas un comptable, mais on cherche un commercial qui est capable de consommer l'information comptable afin de les utiliser dans sa stratégie de gestion. Nombre de clients, quantité en stock, réduction commerciale, rabais, remise, ristourne, compte financier, un ensemble d'outils dont il devra disposer, qu'il va exploiter pour pouvoir effectivement réaliser son travail dans les meilleures conditions. Autre élément qui est important, c'est la gestion du temps.
un commercial qui ne gère pas son temps, un commercial qui ne planifie pas son activité, un commercial qui n'a pas cette capacité à optimiser les actions en fonction des contraintes du temps, et un commercial qui est voué à l'échec. Et donc la maîtrise de la gestion du temps est un élément important. Deux autres éléments qui sont indispensables, c'est les moyens de communication. Les NTIC, l'utilisation d'outils informatiques et les nouvelles technologies de manière générale qui permettent effectivement d'optimiser le travail, de classer le travail, d'organiser le travail, de planifier ce travail. Et enfin, l'outil de communication verbale et écrit qui permet effectivement d'avoir une communication professionnelle à l'oral, à l'écrit, comme au niveau gestuel. Pour récapituler alors, on peut voir que le commercial va avoir un certain nombre de compétences à mobiliser qui sont d'un côté spécifiques au métier, des tâches qu'il va réaliser, d'un autre côté transversal, un ensemble de compétences indispensables à l'exécution de ces tâches, mais aussi un certain nombre de compétences comportementales qui permettront effectivement de faire ressortir du lot lors de la phase de recrutement ou de sélection. À ce niveau, on arrête cette séance pour consacrer la prochaine séance au recrutement des commerciaux et aux critères de sélection. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.